Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle mise au point. On approche du cap des 5000 abonnés, ça fait assez plaisir. Merci infiniment de venir de plus en plus nombreux sur ma chaîne, ça me touche beaucoup. Je pense que quand on atteindra ce cap, je ferai une petite vidéo un peu spéciale. J'ai déjà une bonne idée de quoi faire. Donc je vous remercie à nouveau, on commence la mise au point tout de suite. J'ai eu 2-3 commentaires dans ma mise au point précédente sur la façon de voir une adaptation qui semblaient décontenancés, ne pas comprendre comment on pouvait regarder une œuvre, apprécier une œuvre en la comparant avec une autre. Voilà, donc dans le cadre d'une adaptation ou d'un remake, mais la façon dont c'était présenté, c'était en gros comme... Ils ne comprenaient pas comment on pouvait apprécier, voir la valeur d'une œuvre en la comparant avec une autre. Pourquoi on verrait un film en le comparant avec une œuvre qui a déjà été faite avant, que ce soit une BD ou un autre film, etc. etc. Pour eux, ils ne comprennent pas. Pour eux, un film doit se juger de lui-même, comme ça. Il ne faut rien voir à côté, absolument que dalle. Et pour moi, le fait de comparer deux œuvres entre elles, ça me paraît assez évident. Le fait de comparer deux choses entre elles, c'est évident, ça fait partie des instincts naturels humains. Pour moi, dès lors qu'on tombera sur deux choses similaires, de quelque façon que ce soit, on aura tendance à chercher à les comparer. Si on va au restaurant, qu'on mange un certain plat, et que, je sais pas, 2 semaines plus tard, on va dans un autre restaurant et qu'on mange un autre plat qui est similaire au niveau des ingrédients, au niveau du goût recherché, etc., etc., et ben, on aura tendance à vouloir les comparer, à dire, ah tiens, ce deuxième plat, il était pas mal, mais il était un peu moins bon que le premier. Ah, le premier était pas génial, mais le deuxième, ah là, il était vraiment bon, quoi. Pour moi, c'est la logique humaine, de réaction humaine. Et c'est exactement ce qu'on fait avec les films, les œuvres d'art en règle générale. Je vais utiliser beaucoup d'exemples type adaptation remake pour ça, parce que pour moi, c'est ce qui me parle le plus, mais c'est naturel qu'on fasse ça, tout simplement. Lorsque deux films ont des similarités, le nouveau film qui vient de sortir, on aura cette espèce d'instinct naturel de dire, alors est-ce que ce film est meilleur ou moins bon que le film d'avant qui a déjà traité ça. Et bien entendu, ça s'adapte complètement aux adaptations et aux remakes, parce que là, c'est énormément flagrant, les similarités, c'est très flagrant. Le cas du film Death Note est évident à ce niveau-là. On a la même base d'histoire. On a un jeune lycéen ou étudiant, je sais plus trop, Light, qui tombe sur un Death Note qui lui est donné par Ryuk, un dieu de la mort. Il va décider de tuer tous les criminels, tous les criminels pour se hisser en tant que dieu et aider à rendre le monde meilleur. Et il va être pourchassé par une police secrète dirigée par elle, à laquelle son père participera au bout d'un moment. Je veux dire, c'est même chose que dans le manga, même chose. Donc ouais, avec ces bases identiques, on sent complètement voué à faire la comparaison avec l'œuvre de base qui raconte la même chose au départ. Voilà, ça raconte la même base d'histoire. Et c'est logique que dès lors qu'on voit une scène, un moment, un personnage, etc., qui repose sur la même base que la scène, le personnage, etc. de l'œuvre de départ, on se dit, alors, est-ce que c'est mieux fait ou moins bien fait? Et dès lors que c'est moins bien fait, on se dit, ok, c'est vraiment dommageable, parce qu'à la base, au départ, c'était bien fait, vous avez régressé. Merde, ça fait chier. Et à ce moment-là, quand tout un film regorge de changements, de nouvelles façons de présenter, de nouvelles façons de présenter les choses qu'on juge inférieures, ben, on vient à se dire, ben, pourquoi avoir fait ce film? Le film Death Note, c'est exactement ça. Pourquoi avoir fait ce film si vous reprenez exactement la même trame de base pour, au final, la menuire, la rabaisser? Et un truc intéressant autour de Death Note, c'est que j'ai vu plusieurs critiques du film, dont 2 en particulier, qui ont une approche assez intéressante à la fin en disant que ces films auraient pu être sauvés s'ils avaient décidé de partir sur quelque chose de complètement différent. Par exemple, il y a une des 2 critiques avait dit que ce film avait le potentiel d'être une comédie noire intéressante autour de deux personnes qui trouvent un Death Note et 2 amoureux et qui
et qui essayent de faire leur truc tout en étant l'un contre l'autre, en essayant de se tuer un petit peu l'un l'autre pour se montrer supérieur l'un à l'autre, etc. Ça aurait pu faire une comédie noire romantique intéressante. D'ailleurs, on sent qu'il y a certains passages qui sont... il y a certains passages que j'ai trouvé drôles, d'autres que j'ai trouvé drôles non intentionnellement. Je veux dire, tout le passage à la fin sur la grande roue où il y a... où quelqu'un tombe, la personne essaye de le rattraper en disant non au ralenti avec une grande musique romantique bien dessus qu'on entend très bien. On se dit ouais, ça m'a fait trop marrer ça. Le truc, ça serait super bien passé si ça avait été une comédie noire à ce niveau-là, mais non, apparemment ça a voulu être trop sérieux. L'autre approche qui avait critiqué ça, ça a été de dire, si on avait considéré ça comme une suite, c'est-à-dire que tous les personnages ne sont pas du tout ceux du manga, quoi. Ils n'ont pas le même nom, ce sont des personnages complètement différents. Ça aurait pu passer. Ça aurait pu passer, on aurait pu avoir donc Ryuk qui resterait, au lieu d'avoir elle, ce serait une autre personne qui poursuivrait un peu le combat contre le Death Note, puisque ce serait une suite, et les nouveaux personnages, ce serait acceptable qu'ils soient moins intelligents que Light, le Light du manga, vu que ce serait pas Light, ce serait quelqu'un de différent, ce serait juste quelqu'un qui veut poursuivre son héritage. Là aussi, c'était une approche intéressante qui se serait démarquée de l'histoire de base. Mais non, c'est pas ce qu'on a fait. On a vraiment essayé de recopier la trame de l'histoire de base et de modifier ça à notre sauce au final pour en faire quelque chose de pas sensationnel pour énormément de gens. Et c'est mon cas aussi. Et je pense que beaucoup de gens auraient été beaucoup plus coulants avec ce film s'il avait décidé de faire ça, s'il avait décidé de complètement se détacher de la base du manga en prenant juste le concept, c'est-à-dire il y a un Death Note. Limite, vous reprenez Ryuk, un Death Note, et puis après, vous faites quelque chose de complètement différent, autour de personnages complètement différents. Ça aurait pu, vraiment, même si ça n'avait pas été bon, les gens n'auraient pas autant gueulé. Et ils ont gueulé à juste titre, là. Il y a beaucoup de remakes qui sont comme ça, où on se dit, ok, j'ai vu le film de départ, cette nouvelle approche à partir de la même base d'histoire, puisqu'on... ça sert à rien, c'est moins bon. Pourquoi on a fait ça? On trouve que c'est complètement dispensable et c'est juste une façon d'exploiter quelque chose qu'on aime qui nous déplaît. À nouveau, une des raisons qui vient du fait qu'on compare, ça vient aussi du fait qu'on a une certaine passion pour certaines choses à la base. J'en ai déjà parlé rapidement, je vais rapidement faire ça pour le dernier maître de l'air. J'ai vraiment une grosse dent contre ce film parce que ça représente très mal l'œuvre de départ. Et c'est une des grandes raisons qu'ont certaines personnes de vouloir comparer dès lors qu'on a une adaptation ou un concept qui est repris, c'est-à-dire, de mon point de vue, Avatar, le dernier maître de l'air, est une grande série qui est populaire parmi les fans de dessins animés, mais il faut dire ce qui est, c'est pas populaire parmi la populace, hein. Vous prenez quelqu'un dans la rue, et à peu de chance, qui connaissent ne serait-ce que la série ou quoi que ce soit. Les séries animées, c'est encore vu comme un truc de gamin pour beaucoup de gens. Par contre, le passage au grand écran, c'était l'occasion de faire découvrir le concept, la grandeur de cette histoire à énormément de gens. Et quand on voit qu'elle a été aussi ratée pour nous, et pas seulement pour les fans du dessin animé, je suis désolé, il y a énormément de critiques qui n'en connaissaient pas le dessin animé, qui ont vu le film et qui l'ont trouvé nul. Hein, on ne teste pas juste parce que ils ont changé des trucs par rapport au dessin animé original. Non, c'est pas juste ça. Hein, c'est parce que on trouve que non seulement les changements sont moins bons, mais il y en a beaucoup qui sont nuls en soi. Hein, il y a énormément de critiques qui pointent ça et énormément de choses qui intrinsèquement sont mauvaises dans ce film, pointées par énormément de gens. Le surplus d'exposition qui devient lourdingue à force, les plans longs qui sont encombrés et qui rendent les scènes d'action pas du tout palpitantes et plein d'autres choses. Voilà, il y a énormément de personnes qui ont fait ces critiques-là, je vais pas aller dans le détail. Le principe là, c'est que voilà, l'œuvre de départ, on l'adore. On aimerait que ce soit populaire, connu par le plus de gens possible, mais la grande représentation populaire, c'est-à-dire le film live action, parce que c'est ça la grande représentation populaire, va le faire foutre. Voilà, c'est ça c'est ça, la représentation populaire que beaucoup de gens vont avoir, c'est ce film de Shyamalan. Vraiment pas sensationnel pour un souk, et ça nous énerve beaucoup.
qui fait que oui, on a tendance à vouloir comparer les deux, oui. Et c'est une autre chose pour laquelle on aime comparer, c'est le fait que on trouve que certains concepts étaient bien faits avant, et quand ces concepts-là ou ces histoires sont racontées d'une autre façon qui devient populaire alors que la façon de départ ne l'était pas, ben on a aussi cette tendance à dire ah, c'est vraiment dommage. Pour vous donner un exemple avec lequel je ne suis pas d'accord dans l'absolu, mais que je comprends complètement sur le principe, beaucoup de gens, à sa sortie, ont comparé Hunger Games à Battle Royale, en disant que Hunger Games faisait pas figure en comparaison à Battle Royale. La raison en est que ça reprend un concept de base identique. Voilà, des jeunes qui doivent s'entretuer pour un jeu type télé-réalité et qui est considéré comme normal pour le pays. C'est un concept de base identique. Les gens qui ont vu Hunger Games, qui connaissaient Battle Royale, ont déjà fait la comparaison à la base, mais en plus ont vu que Hunger Games devenait super populaire, devenait un grand nom reconnu par beaucoup de gens populairement, et se sont dit putain c'est injuste pour Battle Royale, c'est juste un film de niche, ça, alors que ça devrait être aussi populaire, voire meilleur, voire plus populaire que Hunger Games, parce que c'est sorti avant, parce que c'est mieux fait, etc. etc. Le raisonnement est logique, je comprends parfaitement leur raisonnement. Après, je suis pas d'accord sur le principe, parce que je trouve que Hunger Games c'est mieux que Battle Royale, mais mine de rien, leur principe, je comprends. Je trouve que Hunger Games est meilleur que Battle Royale, surtout par rapport à ses personnages qui sont mieux réussis pour moi, histoire de dire rapidement. Voilà, je comprends parfaitement le raisonnement derrière ça, le raisonnement de ceux qui veulent comparer. Et on peut trouver des tas d'autres façons de vouloir comparer une œuvre à une autre. Dès lors qu'on y voit des points communs, dès lors qu'on y décèle des points communs, et qu'on trouve qu'il y a une certaine injustice dans le fait qu'une œuvre soit plus ouverte, parle plus à des gens qu'une autre, ben on a envie de faire cette comparaison et se dire ouais, c'est quand même mieux ce truc-là, c'est dommage que ce soit pas reconnu. Et puisqu'on a parlé du dernier maître de l'air, j'aimerais revenir sur certains commentaires qui m'ont demandé mon avis sur la légende de Korra. Voilà, donc si vous n'avez pas compris depuis le temps, je suis fan de la série Avatar, le dernier maître de l'air. Alors qu'est-ce que je pense de la série La légende de Korra en comparaison ? Eh bien, je préfère Avatar, le dernier maître de l'air, à la légende de Korra. Je trouve que Korra est bien, mais très maladroite sur pas mal de points, et même si je recommande clairement le visionnage de cette série, c'est pas une série que je me reverrai souvent, ou que je classerai parmi l'élite des grandes séries ou quoi que ce soit. Cela étant, si je devais faire la comparaison entre Avatar, le dernier maître de l'air, et la légende de Korra, la première chose que je songerais à dire, c'est que d'un côté, on a Avatar, qui part d'un concept et d'intentions de base qui sont qui ne sont pas très complexes, qui sont très simples. C'est-à-dire qu'on a un groupe de jeunes gens qui doivent se battre contre un méchant royaume qui veut contrôler le monde entier. Voilà, c'est très basique comme concept, on est d'accord. Mais malgré tout, le dernier maître de l'air, Avatar, traite ça avec beaucoup de profondeur, en rendant ses personnages complexes, en prenant la peine de développer énormément de problématiques par rapport à ça, et en développant la psyché de nombreux personnages, notamment Zuko, Aang aussi, et pas seulement eux. C'est ça qui rend cette histoire, qui a une prémisse tellement simple à la base, tellement intelligente et prenante. À l'opposé, la légende de Korra part de concepts, de prémices qui sont beaucoup plus complexes et moins manichéennes que le dernier maître de l'air, et les résout de façon un peu trop basique. Voilà, ils n'arrivent pas très bien à les développer de façon très satisfaisante puisqu'ils n'ont pas le temps de faire ça, et au final, ça amène des conclusions qui sont souvent assez frustrantes. Pour ma part, à nouveau, je rappelle qu'il s'agit de mon opinion. Le gros problème vient du fait qu'on veut à tout prix, durant les 4 saisons, traiter à chaque fois un problème à part. Dans la première saison, on a un problème, la deuxième saison, un problème, la troisième, un problème, la quatrième, un problème.
c'est voilà, il y a quelques petits liens, mais au final, c'est quand même très indépendant ces trucs-là. Ce qui fait que ouais, dans Avatar, le dernier maître de l'air, là où on a 60 épisodes au total pour gérer une problématique unique, dans le Korra, à chaque fois, on a seulement 12 épisodes par 12 épisodes pour traiter une problématique à la fois qui sont complexes à la base. Et au final, ça joue beaucoup en leur défaveur. Rien que la première saison avec le méchant Amon, et techniquement c'est un méchant, oui. Amon, c'est quelqu'un qui soulève des foules de non-maîtres des éléments parce que ceux-là sont vus comme inférieurs, n'ont pas les mêmes traitements que les maîtres des éléments. Et c'est tout le principe de cette révolution qu'il met en marche, c'est-à-dire tous ces gens qui disent qu'il y en a marre de la suprématie des maîtres des éléments. Et quand on regarde ça, on se dit... Ouais, c'est pas très manichéen, hein, c'est vachement complexe comme conflit. Il y a même à certains moments donnés, par rapport au point de vue de certaines personnes, Korra est vue comme la méchante. Vraiment, et c'est très intéressant, c'est vachement intéressant comme concept. Parce que voilà, l'héroïne ne lutte pas pour une cause 100% juste. C'est pas je représente le bien, l'équilibre, etc. C'est moi qui représente la raison, etc. On a un camp adverse qui est beaucoup plus complexe que « Ah, nous sommes des méchants au mauvais dessein ». C'est très particulier, très original, surtout dans une série familiale comme ça. Le gros problème avec ça, c'est que ça se règle trop vite. On finit par découvrir que le méchant Amo est en fait n'est pas juste quelqu'un qui a des principes et qui veut amener à un monde meilleur selon son point de vue. C'est juste un enculé qui veut manipuler ces gens pour s'en prendre à ceux qui ont le pouvoir. Voilà, c'est au final, ouais, ce grand conflit pas du tout manichéen complexe, à la toute fin, vous transformez ça en un conflit bêtement manichéen. Où tout se règle très facilement, quoi. On finit par dévoiler qui il est, le grand méchant Amon, et tout se règle, il n'y a aucun problème. Les non-maîtres des éléments qui se sentent opprimés, il n'y a aucun souci. Maintenant, on est d'accord, on se met dans le rang, il n'y a aucun problème. Paix et harmonie, gna gna gna. Voilà, ça reflète le gros problème central que j'ai avec cette série, et le fait que, pour moi, c'est moins bon que le dernier maître de l'air, Avatar, malgré le fait que ça avait le potentiel d'être meilleur, parce que ça a mal géré ses prémices complexes. Et honnêtement, si vous voulez mon avis, je pense qu'on aurait pu se contenter d'avoir 2 problématiques durant cette série, et pas 4. Si vous aviez passé 24 épisodes sur la problématique autour d'Amon, et 24 autres épisodes sur la problématique autour de... je sais plus comment elle s'appelle, la générale antagoniste de la saison 4. Si vous aviez juste fait ces deux grosses saisons sur ça, putain, j'aurais été à fond dans cette série, si vous avez mieux géré le développement, etc. etc. Mais non, au final, vous avez géré ça trop vite. Et c'est très dommage, c'est vraiment très dommage. Et le fait d'avoir moins d'épisodes et de gérer toute cette problématique-là, ça joue aussi sur le développement des personnages qui est beaucoup moins poussé et qui prend moins le temps de respirer. Et au final, je m'intéresse beaucoup moins au personnage de la légende de Korra. En dehors de Korra elle-même, le personnage de Korra est très bon, mais en dehors de Korra elle-même, les autres personnages, ils font pas le figure par rapport au personnage de Avatar, le dernier maître de l'air. En toute honnêteté, je pourrais vous faire, je pourrais faire comme Gravity Falls et faire une analyse au détail de chaque épisode pour voir ce qui va pas, ce qui est maladroitement fait, ce qui aurait pu être améliorable, etc., etc. Comme pour Gravity Falls, je pense qu'il y a vraiment le moyen le matériel pour faire des critiques au détail à ce niveau-là, comme je l'ai prévu pour Gravity Falls. Cela étant, la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette grosse parenthèse, c'est pas juste pour dire que... c'est pas juste pour parler de la légende de Korra, mais c'est pour dire que, voilà, quand on regarde bien les intentions de la légende de Korra, les intentions scénaristiques, ce que la légende de Korra veut faire passer, c'était quand même beaucoup plus recherché, c'était beaucoup plus haut placé que les intentions de Avatar, le dernier maître de l'air, qui développe vachement bien ses personnages et les conflits complexes qui nous savent, mais ils sont partis quand même d'une base d'histoire assez basique. Et le fait est qu'on peut voir ça dans beaucoup de films
où on a de très bonnes intentions de la part de l'auteur, mais qui sont pas parfaitement maîtrisées et qui arrivent et qui donnent au final un film qui a de très bonnes intentions, qui veut aller très loin, mais qui n'y arrive pas par manque de maîtrise, par maladresse, etc., etc., pour différents facteurs. Dans le cas de Korra, pour moi, c'était surtout le fait qu'ils sont trop centrés, qu'ils sont trop éparpillés sur plusieurs conflits et que voilà, j'imagine que on leur donnait moins de budget pour faire moins d'épisodes. Ça n'a pas aidé, ça non plus. Dans un sens, ça montre la différence entre avoir de très bonnes intentions et ne pas savoir parfaitement les montrer, et avoir des intentions modestes et savoir parfaitement les démontrer. Et c'est ce que je pourrais déplorer dans beaucoup de films. C'est-à-dire, je peux faire une autre comparaison avec un film et sa suite, Kung Fu Panda 1 et Kung Fu Panda 2. Je sais qu'énormément de gens adorent Kung Fu Panda 2 et le préfèrent à Kung Fu Panda 1. J'aime beaucoup Kung Fu Panda 2, mais pour moi, il s'est beaucoup moins... Il a eu beaucoup moins de mérite, il s'est beaucoup moins bien réussi en termes de mise en scène et de certains personnages que le premier Kung Fu Panda. Ce qui fait qu'au final, Kung Fu Panda 1, qui a un beau message, des intentions tout à fait sympathiques, mais pas excessives non plus, arrive à être mieux réussi pour moi parce que ça part moins il y a moins de défauts flagrants dans ce film, alors que Kung Fu Panda 2, qui avait vraiment le potentiel d'être meilleur que Kung Fu Panda 1 par ses intentions, s'est avéré être moins bien parce qu'il n'a pas su les gérer parfaitement. Voilà, il a pas su les mettre dans un film qui les a parfaitement illustrés et qui s'est bien ressenti en tant que film en tant que tel. Quoi qu'il en soit, ça reste un très bon film, hein, qu'on soit bien d'accord, mais c'est juste pour dire que comparé à Kung Fu Panda, parce que oui, étant donné que c'est une suite, je pense à comparer les deux films, hein, c'est le même univers, les mêmes personnages, je me dis, ouais tiens, est-ce qu'il y en a un qui est mieux réussi que l'autre? Instinct naturel, humain, hein. Le fait est que Kung Fu Panda 2 et de meilleures intentions, essaye d'aller plus loin que Kung Fu Panda 1, c'est très louable. Ça n'a pas réussi à l'illustrer parfaitement et pour moi ça en fait un film légèrement moins bien que son prédécesseur. Voilà, et je peux trouver des tonnes d'exemples comme ça. Pour vous donner deux exemples qui sont vraiment aux antipodes l'un de l'autre, Death Note, oui, on adore parler de Death Note depuis quelques temps. Death Note, beaucoup de gens viendront dire que un des grands points forts de Death Note, c'est tout le conflit moral et la réflexion sur la moralité que ça implique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que la méthode à court terme, discutable, eh bien, est-ce que c'est répréhensible ou est-ce qu'on se mettrait derrière? C'est énormément de gens trouvent que cette réflexion qui est posée par le manga est très intéressante. Eh bien, vous savez quoi? Dans le dernier tome, dans le tome bonus 13, l'auteur qui a fait une interview a dit qu'il n'avait pas du tout prévu ça. Il a juste dit qu'il avait trouvé le concept cool et qu'il voyait surtout ça comme un duel psychologique entre notre antagoniste anti-héros et son adversaire elle. Il voyait juste ça comme un espèce de jeu d'esprit à ce niveau-là et qu'il avait à aucun moment pensé qu'il y avait une espèce de questionnement de la moralité là-dedans. C'est juste les lecteurs qui ont trouvé cette moralité-là, cette espèce de grande réflexion qu'il y a là-dedans. C'est très intéressant ça, c'est vachement intéressant de voir ça. L'autre exemple aux antipodes que je peux vous donner, c'est la chanson Toute la vie des enfoirés que Link the Sun a critiqué. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille vraiment de voir sa critique, c'était très intéressant. Pour laquelle on sent qu'il y avait des intentions très bonnes, c'était de dire aux jeunes de s'inspirer de ce que l'ancienne génération a fait et de s'en servir pour leur nouvelle bataille. C'est vachement louable comme intention, on est d'accord, mais ça a été tellement mal illustré, tellement mal fait,
que la plupart des gens ont pris ça juste comme une attaque envers les jeunes en disant que c'est des feignants, et etc. etc. À nouveau, hein, je vous ramène à la critique de Link the Sun là-dessus, c'est très intéressant, mais voilà, on a donc d'une part une œuvre qui n'avait pas du tout un message prévu, qui n'avait aucune intention à ce niveau-là, et ça, au final ça a été compris comme ça par la plupart des gens. La plupart des gens ont compris qu'il y avait ce message, il y avait cette intention, alors qu'elle n'y était pas. Alors que dans une autre œuvre, il y avait une intention clairement voulue, qui a été pas du tout captée par les gens, qui ont juste compris autre chose parce que ça a été mal amené. C'est ce que je veux dire par rapport aux intentions dans une œuvre. C'est très bon d'avoir des intentions dans une œuvre, des bonnes intentions, mais encore faut-il bien les illustrer et bien les amener. Et certaines œuvres sont tellement bien faites qu'on peut même avoir des intentions auxquelles on n'a pas réfléchi, qui seront captées comme telles par la plupart des gens. C'est très intéressant de voir que les intentions de départ ne seront clairement pas gages de comment sera perçue l'œuvre au final. Et c'est pour ça que quand on dit qu'une œuvre appartient à celui qui l'a créée, dans une moindre mesure, je suis d'accord, je veux dire, dans l'absolu, il est libre d'en faire ce qu'il veut. Cela étant, une œuvre artistique, la façon dont elle est perçue vraiment, c'est l'apanage du spectateur, de la personne qui voit cette œuvre, et pas de la personne qui l'a créée. De ce fait, les intentions dans un film, qu'elles soient aussi bonnes qu'elles soient, si elles ne passent pas bien, pour moi, elles ne représentent rien dans l'absolu. Ce sont juste des bonnes intentions, c'est bien, c'est joli d'avoir pensé à ça. Malheureusement, ça se ressent pas dans le matériau final. Je l'ai déjà dit dans une mise au point, au final, je ne critique pas les gens derrière un film, je ne m'intéresse pas aux gens derrière un film, à ce qui a été prévu pour le film quand il a été créé, mais à ce que le film me montre, quoi. L'œuvre telle que je la vois, sans prendre en compte son procédé de création, les gens derrière, telle que je la vois, c'est comme ça que je la juge. C'est pas en me disant allez, comment ça a été fait, qu'est-ce que les auteurs ont voulu faire, etc. etc. C'est intéressant d'y réfléchir après coup, mais pour juger une œuvre, pour moi, à nouveau, je le redis, je la juge en tant que telle et comment j'arrive à l'appréhender, à la ressentir. Donc oui, ça fait partie des choses qu'on peut dire sur pas mal de points, hein, sur pas mal de films qui ont des bonnes morales, comme Le Pirate des Caraïbes 3, dont on m'a dit qu'il y avait un message comme quoi il faut y voir une espèce de lutte de la fantaisie contre la réalité, etc. etc. Cool si vous voyez ça. Moi, je n'ai pas ressenti ça, et peu importe que ça a été ou non l'intention des créateurs, je n'ai pas du tout ressenti ça en voyant ce film. Donc, pour moi, personnellement, parce que, à nouveau, il ne s'agit que de mes goûts, c'est pas un film intéressant. Il y a certaines intentions que je ressens aussi dans certains films que d'autres ne ressentent pas. Par exemple, très récemment, Seven Sisters, alors je sais pas trop, j'ai pas trop suivi les critiques de ce film, c'est le dernier film que j'ai vu récemment. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites sur ce film en qualité et en défaut. La chose la plus intéressante que j'y vois, moi, c'est que c'est un peu comme pour Death Note, il y a un conflit moral entre le fait de dire ok, est-ce qu'on laisse la surpopulation se faire, est-ce qu'on laisse l'humanité se foutre en l'air petit à petit, ou est-ce qu'on prend des mesures drastiques, et quand je dis drastique, c'est vraiment drastique et très discutable, pour arriver à arranger ça et à amener la population humaine à redevenir acceptable et louable, à revenir vers une situation qui aille. J'ai pas dévoilé ce qui est révélé par rapport à jusqu'où on va pour arranger ça, la solution drastique qu'on prend là-dessus, mais voilà, ça amène beaucoup de conflits moraux là-dessus. J'hésite vraiment beaucoup à dire si c'était vraiment intentionnel ou pas, parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti par rapport au personnage de Glenn Close, voilà, qui donc est à l'origine d'un certain programme pour éradiquer un peu la surpopulation en douceur, apparemment, et qui
à ce niveau-là, et c'est très intéressant à prendre en compte. C'est très intéressant à se dire, ok, à la fin, quand on se demande est-ce que c'était voulu, est-ce que c'est une bonne chose ou pas d'avoir ça, que la situation se résolve de cette façon-là, est-ce que ça va amener du bien ou est-ce que ça va être pire, est-ce que c'est bien, est-ce que ma moralité, est-ce que c'est bien d'être super moral, ou est-ce que c'est pas mieux de courber sa moralité pour accepter des choses atroces, mais qui pourront amener une bonne situation au bout d'un moment. C'est très intéressant comme truc, et j'ai du mal à voir si ça a été vraiment prévu ou pas dans le film. Parce que voilà, ils ont un peu trop, pour ma part, penché d'un côté du spectre et trop peu de l'autre. Un tout petit peu quand même, parce qu'on le ressent un petit peu, mais j'ai vraiment le sentiment que le film avait peur de vraiment poser ce dilemme. Et ils ont plutôt dit, ouais, on va plutôt partir sur le côté, c'est quand même, la moralité, bien garder sa moralité, c'est quand même mieux, quoi. Sans vraiment poser de façon forte cette question-là à la fin. Et c'est un peu dommage, et c'est pour ça que je pense que énormément de gens ne vont pas du tout avoir cette espèce de réflexion-là, cette espèce de dilemme moral à se poser. Ils vont juste se dire, ouais, Glenn Close, c'est une sale garce, c'est une sale garce, et les autres, c'est des gentils, ce qu'elles veulent faire, c'est le bien, etc., etc. Je suis sûr que beaucoup de gens vont se dire ça. Voilà, donc c'est vraiment, ça dépend vraiment de la façon dont on perçoit un film, et c'est juste pour vous dire, par rapport à tout ça, que oui, intention ou non, intentionnel ou non, à la façon dont on perçoit un film, la morale, un message qu'il veut faire passer, bah, ça dépendra toujours du spectateur, de la façon dont il verra les choses. Et comme pour beaucoup de choses, ce sera assez subjectif, même s'il y aura toujours quelques avis majoritaires qui se feront bien entendre et qui seront vus comme la norme. Ce sera toujours une question de point de vue, et quelles qu'aient été les intentions des créateurs, pour moi, au final, ça ne changera rien à ce que le film me fera ressentir, ce que le film, comment je percevrai le film. Donc voilà, c'est beau d'avoir de bonnes intentions, il faut savoir bien les faire passer et bien les développer. Et même quand c'est mieux d'avoir des faibles intentions et de très bien les faire passer qu'avoir de fortes intentions et de les faire passer maladroitement. Voilà, donc c'est un peu mon avis par rapport à Avatar, le dernier maître de l'air, et Avatar, la légende de Korra. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir suivi, on se revoit bientôt pour la critique de la bande à Dingo. Oui, si vous aimez me voir m'énerver, vous allez adorer cette vidéo, et à très bientôt, ciao.